Chers amis lecteurs et amoureux de sagesse, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous partons dans la lecture de traités hermétiques et alchimiques avec cet ouvrage, La lumière tirée du chaos, par Louis Grasso. Sorti donc en 1930, cette version, à la bibliothèque Chacornac. Quelques mots d'introduction, notamment sur la bibliothèque Chacornac. Donc nous avons ici une édition faite par Paul Chacornac. Ses dates, c'est 1884-1964, qui est donc écrivain et éditeur français, qui a été à l'origine de la principale maison d'édition ésotérique Chacornac et Frères, à Paris dans les années 1900. Il est connu notamment pour sa biographie du comte de Saint-Germain, ses diverses publications, et dans les années 30, il publie dans une revue, sa revue astrologique, les premiers articles de René Guénon. Sur l'auteur de cet ouvrage, Louis Grasso, on en sait peu de choses, comme va nous le dire en avertissement Paul Chacornac. Alors plongeons-nous dans la lecture. Je vais en faire une double lecture, d'abord un avertissement et la préface de l'auteur, ensuite un premier chapitre. La lumière tirée du chaos, Louis Grasso, avertissement de Paul Chacornac. Nous avons peu de renseignements sur l'auteur de cet ouvrage. Nous savons seulement par lui-même qu'il fut docteur en médecine de l'université de Montpellier. La première édition de La lumière tirée du chaos parut en 1784. Bien que cet ouvrage ne soit qu'un habile extrait de l'œuvre remarquable du célèbre magistrat alchimiste Jean d'Espagnet, intitulé « L'ouvrage secret de la philosophie d'Hermès », il n'en mérite pas moins d'être connu. Il sera même d'un secours puissant pour les débutants en hermétisme. Louis Grasso y décrivant clairement ce qu'est la vraie et unique matière des alchimistes et les diverses opérations pour faire la médecine universelle. Cette nouvelle édition est conforme à l'original, sauf quelques notes ajoutées par nos soins. Outre le présent traité, Louis Grasso est l'auteur de La philosophie céleste, œuvre mystico-hermétique inspirée surtout des écrits de Louis-Claude de Saint-Martin et de Jacob Böhme. Préface. La philosophie a pris naissance avec le monde, parce que de tout temps les hommes ont pensé, réfléchi, médité pour trouver les moyens de vivre en société. Mais la conservation de son être propre n'était pas un objet moins intéressant. Et pourrait-on penser qu'il se soit oublié pour ne s'occuper que de ce qui était autour de lui? Sujet à tant de vicissitudes, en but de tant de maux, à faire d'ailleurs pour jouir de tout ce qui l'environne, il a sans doute cherché les moyens de prévenir ou de guérir ses maladies pour conserver plus longtemps une vie toujours prête à lui échapper. Il a donc fallu raisonner sur les êtres de l'univers et méditer longtemps pour découvrir ce fruit de vie et cette source de richesse capable de conduire l'homme presque à l'immortalité. Ce qui n'est point équivoque, attendu que, de nos jours, il existe un homme nommé Monsieur de Saint-Germain, un des plus fameux adeptes du siècle qui, par ce précieux trésor qu'il possède, âgé de plus de 400 ans, est encore très valide et vit exempt de toutes les infirmités que la vieillesse occasionne, et jouit de la fortune à son gré. Secondement, qu'il a été énoncé dans le journal encyclopédique de Bouillon, le 1er février 1783, un fait qui s'est passé en Angleterre au sujet de la transmutation des métaux par le moyen de la poudre de projection qui vient à l'appui de cet ouvrage. Ce fait ne peut être douteux, puisqu'il s'est passé en présence de magistrats et des témoins respectables du lieu au-dessus de la séduction qui affirment l'opération véritable. La découverte d'un pareil trésor n'est point nouvelle, mais elle demeura toujours renfermée dans un cercle très étroit de personnes qui, pensant que Dieu, n'ayant pas donné cette connaissance à tous les hommes, ne voulait pas qu'elle fût divulguée. Ce qui fit que ceux qui la possédaient n'en firent part qu'à quelques amis. Aussi, Hermès Trismégiste ou 3 fois grand, le premier de tous les philosophes, connu avec distinction, ne la communiqua-t-il qu'à des gens d'élite, dont il avait éprouvé la prudence et la discrétion, et ceux-ci en firent part à d'autres de la même trempe. Mais comment pouvoir se communiquer d'âge en âge ces secrets admirables et les tenir en même temps cachés au public? Le faire par tradition orale? C'eût été risqué d'en abolir jusqu'au souvenir. La mémoire est un meuble trop fragile pour qu'on puisse s'y fier,
et les traditions de cette espèce s'obscurcissent à mesure qu'elles s'éloignent de leur source, au point qu'il est impossible de débrouiller le chaos ténébreux qui les ensevelit. Il n'y avait donc point d'autre ressource que celle des hiéroglyphes, des symboles, des allégories, des fables et autres, qui, étant susceptibles de plusieurs explications différentes, pouvaient servir à donner le change et à instruire les uns pendant que les autres demeuraient dans l'ignorance. C'est le parti que prit Hermès, et après lui tous les philosophes hermétiques en ont fait autant. Et ils amusaient le peuple par des fables, dit Origène, et ces fables, avec les noms des dieux du pays, servaient de voile à leur vraie philosophie. Mais il est temps que le voile se déchire et que la lumière sorte du chaos, qu'elle se montre dans tout son brillant et qu'Harpocrate rompt le silence, car c'est un vol, j'ose le dire, que l'homme fait à la société lorsqu'il cache des découvertes qu'il a pu faire, qui tendent à son bonheur et à une conservation générale. J'espère que ceux qui s'occuperont de cette science me sauront gré des peines que je me suis données pour réunir dans ce petit ouvrage le plus intelligiblement possible toute l'opération du grand œuvre philosophique dont on avait rendu l'accès impraticable par les enveloppes allégoriques. Peut-être n'aurais-je pas l'approbation de ces génies, vastes, sublimes et pénétrants, qui embrassent tout, qui savent tout sans avoir jamais rien appris, qui disputent de tout et décident d'eux-mêmes sans connaître de cause. Ainsi, ce ne sont pas à de tels gens qu'on donne des leçons. À eux appartient proprement le nom de sage, bien mieux sans doute qu'aux Démocrite, aux Platon, aux Pythagore ou autres Grecs qui furent en Égypte respirer l'air hermétique et y puiser la science que cet ouvrage traite. Quand on manque de lumière sur un fait difficile à croire, par la seule raison qui est rare et extraordinaire, il est prudent de se rappeler ce vers de Lucrèce. Et si non potuit ratio dissolvere causam verum est, ce qu'on pourrait traduire par même si on ne peut dissoudre les causes véritables dans la raison, ça n'empêche qu'elles sont vraies. Le premier à qui il est venu dans l'idée de planer dans les airs lorsqu'on avança le propos, on lui rit au nez, et on le traita de fou et d'insensé. Cela n'a pas empêché que plusieurs en ont cherché les moyens, sans avoir pu réussir. Alors on a dit que la chose était impossible. Mais cependant de nos jours, nous voyons avec grande satisfaction que M. de Montgolfier a réussi dans son entreprise. Ce qui nous prouve donc que tout ce qui se présente à l'esprit de l'homme est possible, et que tout dépend de trouver les moyens d'arriver à notre but en travaillant sur de vrais principes. Mais encore que l'incrédule et le prévenu se donnent la peine de suivre pas à pas la route que je leur trace, ils verront à leur grand étonnement la vérité bannir de leur esprit la méfiance et la crainte que peut avoir occasionné un tas d'essais que nombre de souffleurs et de brûleurs de charbon ont fait sans réussite, travaillant sur des indices imparfaits et sans connaissance de la matière primitive, sans laquelle on ne peut rien faire et ne doit rien entreprendre, attendu qu'elle est la base fondamentale et générale de l'œuvre philosophique. Au surplus, je prie le lecteur d'être très persuadé que je n'ai d'autres intérêts ni d'autres vues que de manifester la vérité à ceux qui aspirent à sa connaissance, et je désire de tout mon cœur que ceux qui sont assez malheureux pour perdre leur temps à travailler sur des matières étrangères ou éloignées, se trouvent assez éclairés par la lecture de ce livre pour connaître la vraie et unique matière des philosophes, et que ceux qui la connaissent déjà, mais qui ignorent le grand point de sa solution, la solution de la pierre et de la coagulation de l'eau et de l'esprit du corps, qui est le terme de la médecine universelle, puissent apprendre ici ces opérations secrètes qui y sont décrites assez distinctement.